Tu préfères aller où? Donc on passe à la quatrième étape de l'itinéraire, échec de l'insuline basale, analogue de GLP-1 ou insulinothérapie, optimisé par notre professeur Bernard Charbonnet. Si vous me permettez, je vais vous faire une présentation puisque c'est sa première année avec nous. La première fois qu'il va animer à l'ADN. Donc, ce professeur Bernard Charbonnet est actuellement professeur d'endocrinologie et de maladies métaboliques à l'Université de Nantes. Il est professeur et un ancien président de la Société franco-française de diabétologie et occupe le poste de vice-président de la recherche de l'Université de Nantes. Également, était président du comité de recommandation sur le diabète français et membre de plusieurs comités prestigieux dans la Société européenne pour l'éthique. Et sans trop tarder, je vous cède la parole. Merci, professeur. Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Merci évidemment à tout le comité organisateur de ces impressionnantes journées. Et c'est un plaisir pour moi évidemment que d'être une fois de plus au Maroc et plus spécifiquement dans la capitale des Mérinides. Et donc mon propos est en cas d'échec, c'est vrai qu'on aurait pu trouver un autre mot que le mot échec, on voit ce que ça veut dire. En cas d'échec de l'insuline basale, dont il vient d'être question longuement, quoi faire? Et en centrant le débat sur analogue de récepteur du GLP-1 ou optimisation de l'insuline. Alors, comme indiqué dans, par exemple, le Position Statement ADA-ASD ou toutes les recommandations ou la pratique clinique, on sait que finalement, au terme de quelques années pour certains patients, de longues années pour d'autres, beaucoup de patients vont avoir besoin d'insuline, que ce soit après simplement la metformine, une bithérapie, une trithérapie orale, ou même après une mauvaise réponse aux analogues du GLP-1, s'ils ont été essayés avant l'insuline, comme tu pouvais le suggérer. Vous avez raison, c'est compliqué. Alors, dans le diabète de type 2, dans toutes les recommandations, le Position Statement ADA-ASD, mais également par exemple les recommandations françaises, il est dit de commencer par une insuline basale. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est juste l'objet de la discussion d'aujourd'hui, si besoin, il n'est pas du tout toujours besoin, on va introduire des rapides. La suivante. Alors, d'un mot, et là je ferai un peu double emploi avec ce que vient de dire Louis Monnier, pourquoi commencer avec une insuline basale plutôt que les autres schémas? Alors, il y a beaucoup d'études qui convergent. L'étude un peu de référence, c'est celle qu'a montré Louis, c'est l'étude captée, sur 700 malades qui ont été randomisés entre une insuline basale, un schéma d'insuline à 3 injections prandiales et un schéma assez populaire, mais qui n'est pas le meilleur, même si c'est un compromis, qui sont 2 prémix. Et dia suivante. Et donc vous voyez que la meilleure efficacité des schémas comportant des rapides prémix et 3 injections par jour, comparé au schéma basal, sur la réduction d'HbA1c, meilleure efficacité dont a parlé Louis Monnier, elle est mineure. Autrement dit, on a une meilleure efficacité, mais à peine. Suivante. Et avec un net avantage en termes de poids pour le schéma basal, et suivante, et un net avantage en termes de risque hypoglycémique pour le schéma basal. Et donc, suivante,
Moi, je suis de ceux, à la suite du Position Statement ADAESD qui dit qu'il n'y a pas de vraie place, médicalement parlant, pour initier l'insuline avec des prémixes. Étant donné qu'il y a plus d'hypo, comme on vient de le voir, comparé au basal, plus de prise de poids, c'est quand même plus compliqué puisqu'il y a 2 injections contre une, et puis que l'efficacité est similaire. Diapositive suivante. Donc voilà. En théorie, on part pour l'insuline avec un schéma dit basal. Alors le schéma dit basal, c'est une injection, un autocontrôle glycémique, une injection, une glycémie pour titrer la dose d'insuline. C'est donc un schéma très simple et plus facile à accepter, toutes choses égales par ailleurs, par le patient que des schémas plus compliqués. Alors lorsqu'on regarde les 4 basales disponibles, la Degludec n'est pas disponible en France, n'est pas disponible au Maroc, c'est une bonne insuline plate, il y a donc moins d'hypo, elle a une longue durée d'action, c'est une seule injection, mais il y a un débat qui est peut-être en train de s'arranger, mais enfin, il faut attendre les résultats définitifs de l'étude de sécurité cardiovasculaire demandée par les agences actuellement en cours, parce qu'il y avait un signal un peu ennuyeux au départ sur les études des Gludec concernant sa sécurité cardiovasculaire. Alors la détémir, c'est une bonne insuline plate, mais c'est 2 injections par jour, donc c'est moins bien que la glargine. La NPH, pareil. En plus, on n'a pas d'études de sécurité cardiovasculaire ni pour la détémir ni pour la NPH. Et donc, au moins, au moment où je vous parle, la Lantus, et peut-être la forme concentrée tout géo, qui n'est jamais que de la glargine, reste le gold standard pour l'insuline basale, parce qu'elle est plate, parce qu'il y a moins d'hypo, en tout cas que la NPH, parce qu'elle dure à peu près 24 heures, parce que c'est une seule injection, et puis, on a une bonne étude de sécurité cardiovasculaire pour la glargine, qui est l'étude Origine. La suivante. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on fait? Vous le savez, mais je vous le rappelle. On commence avec la Lantus. Il est conseillé de commencer avant le dîner avec 10 unités jour. On fait une glycémie capillaire le matin au réveil. Et on titre, comme on dit, c'est-à-dire qu'on augmente la dose de 2 unités ou tous les 3 jours ou toutes les semaines. Enfin, peu importe le rythme, il ne faut pas que ce soit trop lent, mais on n'est pas très pressé. Pour arriver à une glycémie à jeun moyenne inférieure à 1,30 g. Bien sûr, en cas d'hypo, on diminue. Et puis, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure pendant la discussion, si on est sous sulfamide, on peut sans doute continuer les sulfamides au départ, parce que si on arrête les sulfamides d'un seul coup, ça va créer des déséquilibres. Mais en tout cas, s'il y a une tendance hypoglycémique en cours de titration, on diminue et on arrête les sulfamides. Et le schéma basal idéal, c'est vraiment glargine plus metformine, sans avoir d'autres médicaments associés. Et puis, ça ne sert pas à grand-chose de regarder l'HbA1c tant que la glycémie à jeun n'est pas à la cible. Par contre, quand elle est à la cible, inférieure à 1,30, là, on regarde l'HbA1c. Et c'est le concept que je suis en train de décrire sur cette diapositive, le concept américain, enfin en anglo-saxon, de fix fasting first. Autrement dit, il faut d'abord normaliser la glycémie à jeun. Ça ne sert à rien de regarder à ce moment-là les glycémies postprandiales, parce que tant que la glycémie à jeun est élevée, les glycémies postprandiales restent élevées. Bien suivant. Alors, ceci étant dit, j'en arrive à mon sujet réel de l'échec de l'insuline basale. Alors, c'est quoi l'échec de l'insuline basale? C'est qu'après avoir titré sur la glycémie à jeun, malgré ça, l'HbA1c reste supérieur à la valeur cible que moi je situe pour les malades sous insuline entre 7,5 et 8. Alors, dans cette diapositive, il y a un peu trop de simplification. Cette diapositive représente le cas idéal d'échec de l'insuline basale, c'est-à-dire la glycémie à jeun a été normalisée en dessous de 1,30 par exemple 30 unités de Lantus, et malgré ça, l'HbA1c n'est pas à la cible.
Il y a d'autres situations d'échec. J'en vois surtout deux. La première, c'est on monte l'insuline et pourtant la glycémie à jeun, on n'y arrive pas, n'est pas à la cible. Et ceci est assez fréquent tout de même et correspond à l'insulinorésistance. L'insuline n'est pas un si bon traitement que ça du diabète de type 2, puisque le diabète de type 2 est insulinorésistant. Et donc si on monte l'insuline au-dessus, je dirais, disons, de 100 unités, et que malgré ça, la glycémie à jeun reste accrochée, eh bien, c'est que le patient est insulinorésistant. Je ne parlerai pas de cette situation qui est difficile, parce qu'on n'a pas de bon médicament d'insulinorésistance. Le seul bon médicament, c'était la pioglitazone. Donc, c'est une situation difficile, on pourra en parler dans la discussion. Puis, une deuxième situation d'échec relatif, c'est la dose nécessaire pour obtenir cette glycémie à jeun dite normale. Même chez les patients qui ne sont pas vraiment insulino ou pas trop insulinorésistants, on monte à 30 unités, 40 unités, 60 unités. On voit comme la glycémie à jeun baissait, mais baissait pas suffisamment. Et vient un moment, je suggère personnellement la dose de 60 unités de Lantus, à partir de laquelle c'est peut-être pas raisonnable de continuer de monter, et où même si en montant on pourrait peut-être obtenir une glycémie à jeun meilleure, il est temps sans doute d'intensifier autrement. Et donc, diapositive suivante. Mis à part le cas d'insulinorésistance importante ou partielle dont je viens de parler, dans la situation théorique et généralement rencontrée d'échec de l'insuline basale, la raison en est évidemment le fait qu'on a normalisé la glycémie à jeun et pourtant on n'a pas normalisé l'HbA1c, et la raison en est que les glycémies postprandiales restent trop élevées. Alors, dans les études qu'on devrait pouvoir obtenir en vraie vie si on faisait vraiment bien et si les malades suivaient bien ce qu'on leur conseille. Dans les études treat to target, en titrant bien l'insuline, Lantus ou autre insuline basale, on obtient en général une HbA1c aux alentours de 7%. Donc ça marche bien, en moyenne. Mais qu'une moyenne soit à 7% veut dire qu'à la moitié des patients est en dessous de 7, donc très bien contrôlé en fait. Et une autre moitié dans ces études au-dessus de 7. Et donc on peut chiffrer, à mon avis, dans cette situation un peu idéale où la glycémie à jeun a été normalisée, et où pourtant la HbA1c ne l'est pas, on peut dire qu'en gros un tiers des patients, parce qu'ils vont garder une glycémie postprandiale trop élevée, ne seront pas à une valeur cible de cette étude. Un tiers des patients, dont je vais parler maintenant, et ça veut dire que le schéma d'insuline basale toute seule, sans y ajouter des tas de choses, à condition d'être bien conduit, marche chez la moitié ou les deux tiers des patients. Donc ce schéma simple, Lantus plus metformine, marche bien chez plus de la moitié des malades, et c'est déjà ceux-là qui sont bien contrôlés. Alors ayant dit cela, dia suivante, on sait, dans des études un peu expérimentales comme celle-là, où vous voyez que des patients ont été traités par la Lantus, leur glycémie à jeun est bien normalisée, eh bien on voit, et on le sait bien, puisque c'est une insuline basale, on voit qu'après un repas, sous Lantus toute seule, l'excursion glycémique postprandiale reste relativement élevée. Une insuline basale ne s'adresse pas directement au pic glycémique postprandial. La glycémie postprandiale diminue sous insuline basale, mais diminue en valeur absolue parce que l'ensemble du cycle glycémique diminue, mais l'excursion glycémique n'est pas réellement modifiée. Dia suivant. Et donc, s'il reste des glycémies postprandiales trop élevées, on conçoit que l'intensification de l'insuline à ce moment-là, chez ce tiers des malades dont je suis en train de parler, consiste très classiquement à optimiser l'insuline, ce qui est mon sujet, autrement dit à ajouter des insulines rapides, soit avant le repas principal, ce qu'on appelle le basal plus, qui est une sorte de compromis, mais qui marche pas mal dans certains cas, et puis le classique basal bolus, où on ajoute une insuline rapide avant chacun des repas pour contrôler cette excursion glycémique après les repas postprandiales que l'insuline basale ne contrôle pas. La dia suivante.
Mais on sait aussi, et c'est l'étude captée l'a montré, mais toutes les études le montrent, et la pratique le montre, que c'est compliqué, qu'il y a des titrations, il faut faire là du coup 4 autosurveillances glycémiques par jour, il faut adapter les doses d'insuline, il y a souvent beaucoup d'hypo. Bref, c'est un schéma qui marche bien, mais qui a un risque hypo, qui a un risque de prise de poids et qui est compliqué à faire. Dia suivante. Néanmoins, c'est le schéma qui était proposé par le Position Statement ADAESD en 2012, où vous voyez que après l'insuline basale seule, en cas de résultat insuffisant, il était conseillé de passer soit au basal plus, soit au basal bolus, soit au prémix dans ces cas-là, mais c'était déjà dans le Position Statement considéré comme un peu moins bien que de rajouter une insuline rapide ou plusieurs insulines rapides en plus de la Lantus. C'est un peu moins bien, mais autant j'ai dit que les prémix n'avaient pas de place théorique au moment de l'initiation de l'insuline, elles ont une place théorique au moment de l'intensification de l'insuline. Donc voilà, en 2012, il y a 3 ans, la reco la plus reconnue sur le plan international disait qu'en cas de résultat insuffisant d'insuline basale, il fallait faire des multi-injections d'insuline. Et puis, la suivante, la reco, la même, du même Position Statement ADAESD, mais mise à jour en 2015, continue de dire que de rajouter du mealtime insuline, c'est-à-dire d'optimiser l'insuline vers le basal bolus en plus de l'insuline basale, continue d'être une option, mais surgit une option alternative qui est presque privilégiée par cette nouvelle reco, qui est d'ajouter un agoniste du récepteur du GLP-1 en mettant dans le texte, ce qui est très vrai, que sur les 3 dernières années, l'efficience de combiner un agoniste du récepteur du GLP-1 à l'insuline basale a été bien validée, avec des résultats qui montrent une efficacité plutôt mieux, ou à tout le moins égale au basal bolus insuline, et avec le gros avantage d'une perte de poids et de moins d'hypoglycémie. Et je vais commenter ces études. Dia suivante. Alors, avant d'arriver au récepteur du GLP-1, pour revenir à cette étude expérimentale, on voit qu'en restant dans le concept incrétine, mais d'ajouter un comprimé, ce qui est quand même plus souvent plus commode, même si ces gens sont déjà sous injection, d'ajouter un comprimé, un DPP4 inhibiteur, dont on sait le DPP4 inhibiteur qu'il a un tropisme postprandial préférentiel sur le tropisme basal, eh bien, ça a fait baisser la glycémie postprandiale chez des patients sous insuline. Sous insuline et dont la glycémie à jeun est contrôlée par la glargine. Et là, il y a des études, je vous en montre 2 brièvement, la suivante. Vous voyez cette étude où, en plus de l'insuline, 75% était basale dans cette étude. Si on ajoutait en double aveugle soit un placebo, soit la sitagliptine, Januvia, on gagnait 0,6% d'HbA1c, alors même qu'on ne modifiait pas les doses d'insuline, sans prise de poids et avec un surrisque d'hypoglycémie qui existait, mais qui était mineur. Dia suivante. Et puis la même chose a été publiée, en vrai dire, avec tous les DPP4 inhibiteurs. Ici, c'est la linagliptine, Tradjenta, qui a l'avantage de ne pas être éliminée par le rein. Et où vous voyez que chez 1200 malades, où on comparait la linagliptine à un placebo, en plus de l'insuline basale, chez tous les patients de cette étude, on gagnait 0,7% d'HbA1c, avec pratiquement pas d'augmentation de surrisque d'hypoglycémie et pas de modification du poids. Donc, ce n'est pas directement mon sujet, mais c'est une option alternative intéressante. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, pour tordre un peu le cou, à vrai dire, à l'idée que le déclin de la cellule bêta fait que les incrétines ne marchent pas. On dit qu'on entend dire ça quelquefois. On dit la cellule bêta est déclinante, les DPP4 inhibiteurs ou les agonistes du GLP1 stimulent l'insuline. Comme il n'y a plus d'insuline, ça ne marche pas.
Eh bien, la réponse est non. Après, on peut spéculer, mais la réponse est non. Il y a quelques cas très insulinopéniques où c'est vrai. Mais en moyenne, la réponse est non. Le 0,7% de baisse d'HbA1c qu'on a sous DPP4 inhibiteurs, qui ne sont pas des produits très puissants, sous insuline, on a le même moins 0,7% en trithérapie orale, en bithérapie orale, en monothérapie. Donc à tous les stades de la maladie diabétique, l'efficacité est la même. Et à peu de choses près, c'est vrai de Victoza. Il y a de petites différences, mais vraiment petites. Autrement dit, les incrétines marchent à des stades tardifs de la maladie diabétique. Alors pourquoi? Deux explications sont complémentaires. Ça peut marcher par le glucagon, parce que ça fait baisser le glucagon. Et deuxièmement, quand on dit que la cellule bêta est déclinante, c'est vrai, mais en réponse au glucose. Chez la plupart des patients, la masse cellulaire est certes un peu diminuée, mais elle n'est pas du tout disparue. Et la réponse à l'arginine, on le sait depuis très longtemps, de l'insuline est préservée. Et la réponse au GLP1, qui ne passe pas par le récepteur glucose, qui passe par le récepteur du GLP1, est également pour une large part préservée. C'est maintenant, avec la chirurgie bariatrique, qu'on peut réveiller la cellule bêta à des stades très tardifs de la maladie. Autrement dit, il est vrai qu'il y a une perte de la sensibilité au glucose de la cellule bêta, il est vrai que le diabète est une maladie progressive parce que s'installe une insulinopénie, mais les mécanismes de cette insulinopénie sont complexes et peuvent être réveillés dans différentes situations. Bon, c'est une digression pour dire que même à ce stade, ces médications marchent, en tout cas les études l'ont montré. Dia suivante. Alors, toujours dans ce travail expérimental, vous voyez que ce qui fait le mieux quand même sur la glycémie postprandiale, c'est l'agonisme du récepteur du GLP1. Dia suivante. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, je vous rappelle la physiologie du GLP1. C'est une hormone digestive sécrétée après les repas par des cellules spécialisées du tube digestif. Et le GLP1 stimule l'insuline et freine le glucagon, et donc il fait baisser la glycémie. C'est le concept dit incrétine. Dia suivante. Alors on peut modifier ce GLP1 chimiquement pour le rendre résistant à la DPP4, et c'est ça les agonistes du récepteur du GLP1, l'exénatide, le liraglutide, le lixizénatide, l'albiglutide, le dulaglutide, il y en a vraiment beaucoup. Et ces produits vont stimuler le récepteur de l'insuline, vont stimuler le pancréas, stimuler l'insuline, baisser le glucagon et donc baisser la glycémie. Mais on est dans de la physiologie, et c'est la grande différence avec les sulfamides. On est dans de la physiologie, à savoir que la stimulation de l'insuline passe par des voies chimiques dépendantes du glucose, et l'insuline n'est plus stimulée par le GLP1 si le glucose est bas. Et pour cette raison physiologique, il n'y a pas de risque hypoglycémique. Et puis, à ces doses un peu pharmacologiques, puisque c'est des produits injectables, il y a des récepteurs cérébraux qui entraînent d'ailleurs les nausées, les vomissements en début de traitement, mais aussi un blocage de l'appétit. Et comme il y a un blocage de l'appétit, il y a une perte de poids, qui sont donc les trois grandes caractéristiques métaboliques: baisse glycémique puissante, pas d'hypo, perte de poids, qui caractérisent ces agents thérapeutiques. Dia suivante. Alors, autant on peut sans doute dire qu'il y a des nuances près, nuances quelquefois importantes d'ailleurs. Les DPP4 inhibiteurs se ressemblent un peu pour le clinicien, autant il y a des différences entre les différents agonistes du récepteur du GLP1. D'abord, des différences chimiques. Certains de ces agonistes sont dérivés du GLP1 humain. On modifie 2 ou 3 acides aminés ou on lit quelque chose, mais c'est dérivé du GLP1 humain. C'est le cas du liraglutide, le Victoza, c'est le cas de l'albiglutide qui est en train d'être lancé par GSK, c'est le cas du dulaglutide qui est en train d'être lancé par Lilly. Et puis, dia suivante, il y a des agonistes du GLP1 qui ne ressemblent pas du tout, à vrai dire, au GLP1 humain, parce qu'ils sont dérivés d'un reptile, mais ce sont de puissants agonistes du GLP1. Ce sont deux molécules, à vrai dire, très proches,
l'exénatide et le lixisénatide. L'exénatide qui est commercialisé par AstraZeneca et le lixisénatide qui est en train d'être lancé par Sanofi. Dia suivante. Mais les principales différences entre les différents agonistes du GLP-1 sont des différences de pharmacocinétique, un peu comme l'insuline. Il y a l'insuline rapide, l'insuline MPH, l'insuline longue. Eh bien, pour les agonistes du GLP-1, vous avez, suivant les produits, des pharmacocinétiques très différentes. Dia suivante. Alors, deux d'entre eux, les deux qui viennent du reptile, qui se ressemblent d'ailleurs, ont des demi-vies assez courtes. Ils sont de courte durée d'action. Et pour des raisons que je vais rappeler, ils ont une action essentiellement prandiale. Dia suivante. Et donc, je crois que Louis Monnier a montré cette diapositive. Vous voyez un profil glycémique de patient dans une étude en blanc au début de l'étude, et en noir après plusieurs semaines de traitement par l'exénatide. L'exénatide, c'est Byetta. Byetta, c'est 2 injections par jour. Et donc, vous voyez, on fait une injection avant le petit déjeuner et avant le dîner, et on effondre la glycémie postprandiale après ces injections. Par contre, comme la demi-vie est de l'ordre de 3-4 heures, vous voyez qu'après le déjeuner, il n'y a plus d'effet. Et il y aurait un effet si on faisait 3 fois par jour, mais il n'y a plus d'effet parce que c'est des produits de courte durée d'action. Dia suivante. Et vous voyez que la glycémie à jeun, elle est réduite, mais pas tant que ça. Elle est réduite sans doute par l'effet d'amélioration de la glucotoxicité. Dia suivante. Et puis, cette action, c'est bien démontré par des études expérimentales que je vous épargne, est médiée par un ralentissement de la vidange gastrique. Quand on injecte un GLP-1 agoniste de courte durée d'action, exénatide ou lixisénatide, on freine la vidange gastrique et donc on diminue beaucoup la glycémie postprandiale. Dia suivante. Alors à l'opposé, il y a le liraglutide, Victoza, 1 injection par jour, et puis tous les produits en développement qui sont des produits 1 fois par semaine, qui sont des produits dits de longue durée d'action et qui sont des produits de type basal, un peu comme l'insuline basale. Dia suivante. Alors en voilà certains. Vous avez Victoza, où on a ajouté une chaîne lipidique pour prolonger la durée d'action. Vous avez le biduréon. Alors, le biduréon, c'est assez intéressant parce que c'est de l'exénatide. C'est le même composé que Byetta. Mais cet exénatide est enfermé dans des microsphères qui retardent sa libération. Et pour cette raison-là, ça dure toute la semaine. Et puis, il y a le dulaglutide ou l'albiglutide, qui sont des molécules un peu compliquées, qui sont des molécules qui, là aussi, sont administrées 1 fois par semaine par différentes modifications chimiques. Dia suivante. Alors voilà le Victoza qui est le plus utilisé actuellement. C'est 1 fois par jour le Victoza, mais voyez le profil glycémique avant et sous Victoza. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau au profil glycémique sous Lantus. C'est donc un profil basal, parce que c'est un composé qui couvre les 24 heures, à la différence de Byetta. Donc quand on l'administre, pendant 24 heures, il est efficace, et donc il fait bien baisser la glycémie à jeun. Il diminue les glycémies postprandiales en valeur absolue, mais le delta glycémique, l'excursion glycémique postprandiale, n'est pas réellement impactée. Dia suivante. Alors c'est très net ce que je suis en train de dire avec l'exénatide. Vous voyez sur cette diapositive, dans une étude, à gauche, l'exénatide long-active, c'est-à-dire le biduréon, où on a enfermé l'exénatide dans des microsphères, et où, du coup, l'exénatide a une longue durée d'action. Il est efficace pendant plusieurs semaines. Donc il couvre en tout cas les 24 heures. Eh bien, vous voyez en bleu avant le traitement par biduréon, en rouge après le traitement par biduréon, vous voyez qu'on fait beaucoup baisser la glycémie à jeun, qu'on abaisse la glycémie postprandiale en valeur absolue, mais qu'on n'impacte pas l'excursion glycémique, le delta glycémique postprandial.
Et vous voyez avec la même molécule, l'exédatide, mais dans sa version courte, dans sa version Bayetta, vous voyez que parce que ça impacte la vidange gastrique, on a là une baisse majeure de l'excursion glycémique postprandiale avec un effet beaucoup moindre sur la glycémie à jeun, uniquement pour des raisons pharmacocinétiques, puisque c'est la même molécule, mais qui n'a pas la même pharmacocinétique pour les raisons que je viens de dire. Dia suivante. Alors du coup, quand on compare face à face la même molécule, exédatide short acting ou exédatide long acting, c'est assez logique puisqu'on couvre les 24 heures dans un cas et simplement une dizaine d'heures dans l'autre, c'est assez logique que les formes de longue durée d'action des GLP-1 récepteurs agonistes sont plus efficaces et font mieux baisser l'HbA1c que les formes courtes. Vous voyez dans cette étude la comparaison de biduréon une fois par semaine en bleu à Bayetta 2 fois par jour en rouge. Eh bien, la baisse d'HbA1c, qui est d'ailleurs très bonne dans les deux cas, mais est meilleure sous biduréon. Dia suivante. Alors, je termine sur ce concept assez important pour mon propos, et puis même en général, pour bien comprendre ce que sont les agonistes du GLP-1, avec cette étude comparant le liraglutide, Victoza, et le lixizénatide, qui ressemble une fois de plus à Bayetta, qui est le Lixumia de Sanofi. Donc vous voyez, et je crois que c'est un repas test, avant les traitements. Et donc avant les traitements, eh bien, il y a eu une montée, la glycémie à jeun est ce qu'elle est, et puis il y a eu une montée de la glycémie postprandiale après le repas. Eh bien, vous voyez que sous liraglutide, on baisse bien la glycémie à jeun. Dia suivante. Et on baisse bien la glycémie postprandiale, mais en valeur absolue. Dia suivante. Parce que, comme je vous l'ai déjà montré, mais je le remonte dans cette étude, on n'a pas de réel effet du Victoza sur l'excursion glycémique postprandiale, c'est-à-dire le delta entre le préprandial et le pic postprandial. Et à l'opposé, dia suivante, sous l'ixizénatide une fois par jour, vous voyez qu'on ne baisse pas tellement la glycémie à jeun, mais on effondre l'excursion glycémique postprandiale. Donc c'est ce que j'ai marqué, petit effet sur la glycémie à jeun, mais gros effet sur la postprandiale. Dia suivante. Alors ceci a été résumé dans une très bonne revue de Juris Meyer sur les agonistes du récepteur du GLP-1, où il est montré sur ce cartoon que Bayetta et Lixumia, qui font maigrir au niveau cérébral, qui font baisser le sucre par leur effet sur l'insuline et le glucagon, font aussi beaucoup baisser la postprandiale par l'effet sur la vidange gastrique. Ils sont de courte durée d'action, à la différence dia suivante des autres, Victoza, albiglutide, dulaglutide, biduréon, qui ont les mêmes effets sur le pancréas et le cerveau, mais n'ont pas d'effet sur la vidange gastrique et donc n'ont pas un gros effet sur l'excursion glycémique postprandiale dia suivante. Alors pourquoi? C'est un peu compliqué. C'est le phénomène dit de tachyphylaxie. C'est-à-dire que si l'estomac est exposé de façon continue au GLP-1, l'effet sur la vidange gastrique s'épuise en une journée. Autrement dit, pour que cet effet sur la vidange gastrique existe, il faut que le GLP-1 soit administré de façon discontinue et qu'on laisse récupérer, si je puis dire, les récepteurs gastriques. Et c'est ce qui explique cette différence sur la vidange gastrique et le postprandial entre les deux grandes familles d'agonistes du GLP. Dia suivante. Alors, muni de ces éléments de base que vous connaissez sans doute, je suis désolé dans ce cas-là d'avoir été trop long, je reviens à la problématique clinique. Les patients sont sous basal insuline, ils ont été titrés, mais l'HbA1c reste trop élevé parce que les glycémies postprandiales sont trop élevées. Et donc ajouter des agonistes du récepteur du GLP-1, c'est une option intéressante et comme je viens de vous le dire, qui vient d'être proposée par le Position Statement ADA-ASD. Dia suivante. Alors si je veux résumer, puis je rentrerai ensuite un peu dans le détail.
Mais si je veux résumer, voilà une méta-analyse parue dans le Lancet sur cette combinaison. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'études. Beaucoup d'études qui ont comparé, ajouté un analogue du GLP-1 en plus de l'insuline basale ou d'autres stratégies. Là, il y a un peu de tout dans cette méta-analyse. Eh bien, à tous les coups, l'HbA1c fait mieux, et du bon côté de la ligne, de manière bien consistante, vous voyez, sauf une étude, et du bon côté de la ligne en faveur du GLP-1 agoniste. Dia suivante. Et si on regarde maintenant les vraies études qui comptent là-dedans, c'est-à-dire les études où ajouter un agoniste du GLP-1 à l'insuline basale a été comparé aux multi-injections, eh bien vous voyez qu'en termes d'hypo, ajouter un agoniste du récepteur du GLP-1, ça fait un peu mieux, et en termes de poids, ça fait beaucoup mieux. Dia suivante. Alors, c'est donc une bonne idée. Mais lequel choisir? Alors le rationnel semble plus fort de combiner à l'insuline basale un agoniste short-acting prandial, étant donné que là on a une bonne complémentarité d'action, puisque la lentus agit surtout sur la glycémie à jeun et la glycémie pendant la nuit, et que Byetta ou Lexumia vont avoir peut-être pas beaucoup d'effets la nuit, ce qui est plutôt mieux parce que comme ça il y aura moins d'hypo, on titrera plus facilement la lentus, et aura cette baisse de postprandial qui est le but de la stratégie. Dia suivante. Alors il y a des études qui montrent que ça marche bien. Donc je rappelle sur cette diapositive que les GLP-1 de courte durée d'action effondrent la glycémie postprandiale. Et donc, après tout, de donner Byetta 2 fois par jour, matin et soir, puisque c'est comme ça qu'on donne Byetta, eh bien, c'est sans doute le basal bolus moderne. C'est du basal bolus, hein, l'insuline glargine est toujours là. On fait 2 bolus, mais en l'occurrence de Byetta, et c'est donc un basal bolus moderne avec le même rationnel, et l'avantage d'avoir moins d'hypo, moins de prise de poids, et puis surtout pas besoin de titrer, c'est beaucoup plus facile à manier que l'insuline rapide. Dia suivante. Alors l'étude initiale a été celle-ci, où on a comparé ajouter 2 Byetta à l'insuline basale versus simplement titrer la basale. Et ajouter Byetta faisait mieux, dia suivante, avec moins d'insuline, puisque vous voyez qu'on a dû monter l'insuline de 20 unités sous placebo pour titrer l'insuline et simplement de 13 dans le groupe hexématide, dia suivante, sans différence dans cette étude en termes d'hypoglycémie, dia suivante, et avec une grosse différence sur le poids, qui a baissé sous Byetta, qui est resté stable sous lentus, mais là sous lentus, il ne s'agissait pas de multi-injection, il s'agissait simplement de titration de la lentus. Dia suivante. Alors la vraie grande étude, c'est l'étude 4B publiée il y a 1 an à peu près, où chez des patients dont la lentus était titrée, on a comparé par randomisation le schéma basal bolus, où on ajoutait 3 humalogues en plus de la lentus, ou 2 Byetta, avant, donc ça fait déjà une injection de moins d'ailleurs en plus, avant le petit déjeuner et le dîner. Dia suivante. Même résultat sur l'HbA1c. Donc encore une fois, le basal bolus, au moins dans des protocoles, dans la vie réelle, c'est compliqué. Hein. Mais dans les protocoles, ça marche bien, c'est une bonne option, ça fait bien baisser l'HbA1c. En tout cas, dans cette étude, vous voyez. Mais de rajouter 2 Byetta fait baisser l'HbA1c aussi bien. Dia suivante. Avec un gros avantage en faveur de Byetta pour le poids. Dia suivante. Et un avantage qui n'est pas énorme mais réel en termes de risque hypoglycémique. Il reste un risque hypoglycémique, on est sous insuline, mais il est moindre dans la stratégie Byetta que dans la stratégie 3 humanoïdes. Dia suivante. Donc voilà, c'est le basal bolus moderne, sans doute.
Alors, il y a une autre option qui est promotionnée ou qui va l'être par Sanofi autour du lixizénatide, qui encore une fois ressemble à Bayetta, mais se donne une fois par jour. Et de donner le lixizénatide au repas principal, un peu comme on fait pour le Basal Plus. Et souvent, je rends hommage à Louis Monnier, le repas principal est le petit déjeuner, mais il y a quelquefois des exceptions. De donner ça au repas principal est une autre possibilité, en tout cas le rationnel est fort. Dia suivante. Alors, ceci a été évalué dans le programme GetGoal, dont une méta-analyse a été conduite, dont j'étais signataire. Des 3 études de GetGoal qui, avec des protocoles différents, évaluent le fait de rajouter un lixizénatide en plus de la lantus. Dia suivante. Alors, vous voyez que dans ces 3 études, en termes d'HbA1c, c'était consistant dans le bon sens, autrement dit, mais le comparateur n'était pas forcément le basal bolus. Hein, ça pouvait être des comparateurs qui n'étaient que le placebo. Mais en tout cas, en termes de baisse d'HbA1c, ça marchait bien. Un peu comme le basal plus. Dia suivante. Par contre, vous voyez que sur la glycémie à jeun, il n'y a pas d'effet. Autrement dit, on est bien dans le concept de donner un GLP-1 agoniste court une fois par jour. Ça fait baisser l'HbA1c, je viens de le montrer, mais ça ne fait pas baisser la glycémie à jeun parce qu'on est trop loin de l'injection. Dia suivante. Par contre, on a un gros effet sur la glycémie postprandiale après l'injection, un peu celle d'après le dîner, beaucoup moins celle d'après le déjeuner, beaucoup moins après le dîner parce qu'on est loin de l'injection de l'Ixunia. Bref, ça marche. Dia suivante. Et puis, ça marche aussi sur le poids. Dia suivante. Alors, vient d'être publié, c'est pas publié d'ailleurs, ça a été, c'était en communication à l'ADA et à l'EASD. Ça va être publié dans les mois qui viennent. L'étude GetGoal du O2, que je vous résume. On a des patients sous insuline, glargine, qui sont mal contrôlés à 8%. On commence par titrer la glargine, ce qui fait baisser l'HbA1c à 7,9. On continue de titrer la glargine en cours d'étude, et dans un bras, on rajoute le Lixumia, une injection, donc c'est ce basal plus moderne. Dans l'autre bras, on rajoute une injection de glulizine, qui, vous savez, est l'insuline rapide, c'est Apidra, c'est l'insuline rapide de Sanofi. Et puis, dans le troisième bras, le bras en rouge, c'est un basal bolus classique. Donc, le basal bolus fait mieux. Il fait mieux que le basal plus, y compris avec l'insuline, ce qui n'est pas une surprise, ça a déjà été publié. Il fait mieux, mais enfin, la différence, c'est pas bouleversante, hein, c'est du 0,2 point d'insuline. Par contre, et validant un peu le concept, le basal plus avec l'Ixumia, c'est-à-dire une injection d'Ixumia avant le repas principal en plus de la lantus, comparé à une injection d'Apidra avant le repas principal en plus de la lantus, ça fait pareil en termes d'efficacité, avec moins d'hypo et l'avantage de poids. Dia suivante. Voilà, alors ayant dit tout ça, on a l'impression que la messe est dite, et qu'au nom d'une logique mécanistique, la messe est dite, c'est une expression de culture occidentale chrétienne. Mais enfin, elle est commune à Paris et dans les villes françaises. Donc, je peux la remplacer par autre chose si vous le souhaitez. Donc, on a l'impression que tout a été dit. C'est-à-dire qu'au nom de ces considérations mécanistiques, on se dit, ben oui, c'est complètement logique, la basale ne suffit pas parce qu'il y a trop de glycémie postprandiale. Le basal bolus, le basal plus avec de l'insuline, c'est un bon schéma, mais un peu compliqué. Et donc, si on veut le remplacer par un agoniste du GLP-1, il faut prendre un cours imprandial. Il y a là une histoire qui se tient. C'est vrai, mais si le rationnel n'est pas terrible, les résultats des études cliniques qui sont en train de sortir, en faisant du basal-basal, c'est-à-dire sur une insuline basale, la lantus, insuffisante, on rajoute
un GLP-1 agoniste basal, donc on fait du basal-basal. C'est moins tentant du point de vue mécanistique, mais les résultats des études sont très bons. Dia suivante. En voilà une. Des patients sont sous insuline. On rajoute du liraglutide Victoza et on compare à un placebo. Dia suivante. Et vous voyez qu'on gagne 1,30 d'HbA1c. Donc, beaucoup. Donc, ça marche très bien. Avec en plus moins d'insuline. Dia suivante. Avec moins d'hypo. Les hypos sous insuline, c'est la colonne foncée, et sous liraglutide, c'est la colonne grise. Alors, il reste des hypos. On est sous insuline, mais plutôt moins. Et puis, l'avantage pondéral, moins 3 kg entre les deux bras. Dia suivante. Alors, a été publiée récemment une autre étude où il s'agissait des patients qui étaient sous dégludec. Mais l'antus et dégludec, ça se ressemble. Autrement dit, ils étaient sous insuline basale. Alors, chez plus de la moitié de ces patients, en bleu sur cette courbe, ils étaient, vous voyez, à 6,5 d'HbA1c. Donc, ils étaient très bien contrôlés. Donc, ceux-là, on les a laissés au dégludec. C'est une sorte de bras contrôle. On les a laissés au dégludec. Et puis, chez d'autres, parce qu'il y avait l'excursion glycémique postprandiale, parce qu'ils étaient insulino-résistants, pour toutes les raisons qu'on veut. Chez d'autres, une petite moitié, quand je m'en souviens, ils n'étaient pas bien contrôlés sous dégludec. Autrement dit, ils étaient en résultat insuffisant sous insuline basale. Et on les a randomisés entre ajouter le liraglutide au dégludec ou ajouter Aspart, c'est Novorapide, c'est du basal plus. Eh bien, vous voyez que rajouter. Alors, dans un cas, on a donc vraiment un mécanisme prandial en rajoutant la Novorapide, et dans l'autre, on a du basal-basal en ajoutant Victoza sur dégludec. Eh bien, pourtant, Victoza sur dégludec, ça marche un peu mieux. Il n'y a pas de comparaison à un vrai basal bolus. Ça marche un peu mieux, la différence n'est pas énorme, mais ça marche un peu mieux. Et avec l'avantage de poids que vous voyez sur le petit carton à droite. Dia suivante. Bon, un autre exemple avec l'albiglutide, qui est un agoniste du GLP-1 de longue durée d'action, basal, une fois par semaine. Eh bien, vous voyez que comparé à un basal bolus, 3 lispro, en plus de l'insuline basale, eh bien, vous voyez que dans les deux cas, ça marche bien, mais un peu mieux, et avec l'avantage de poids sous albiglutide. Dia suivante. Donc voilà, pour conclure, il y a un fort rationnel pour combiner un agoniste du récepteur du GLP-1 à l'insuline basale, qu'il soit court ou qu'il soit long. Finalement, le rationnel existe dans les deux cas. Sur ce cartoon, vous voyez l'efficacité, le poids, les hypos et puis les effets secondaires digestifs de l'insuline basale seule, du GLP-1 seul et en rouge de la combinaison. Et vous voyez que l'efficacité est meilleure avec la combinaison, le poids est meilleur avec la combinaison, les hypos sont meilleurs avec la combinaison. C'est au prix d'effets digestifs dans 20% des cas en début de traitement et qu'on minimise si on titre progressivement l'agoniste du GLP-1. Mais néanmoins, c'est vrai pour la France, c'est sûrement vrai au Maroc, dia suivante, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Je trouve d'ailleurs le prix de Victoza trop cher pour ce qu'il est. Donc, c'est en tout cas beaucoup plus cher que l'ajout d'insuline rapide. Et je me dis, est-ce bien raisonnable, même si tout ce que je viens de raconter a un fort rationnel médical, est-ce bien raisonnable, sauf chez quelques soucis. Dia suivante. Voilà, donc, comment intensifier l'insuline, si on oublie un instant les problèmes de prix. Donc, l'insuline, la première étape pour tout le monde, c'est une insuline basale, sans doute la Lantus, plus la metformine. On fixe d'abord la glycémie à jeun, et encore une fois, cette étape marche, et elle n'est pas très chère, et elle marche dans
moi je dirais presque les 2/3 des cas si on fixe une HbA1c à 7,5. Alors, dans les autres cas où ça ne marche pas, où se pose la question de l'intensification, dia suivante. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'ajouter un comprimé de Januvia ou de Trajanta ou de Galvus c'est 2 comprimés. C'est pas ce qu'il y a de plus puissant, mais c'est une bonne idée. Sûrement mieux que les sulfamides, qui eux donnent des hypos. Dia suivante. Bon, j'ai beaucoup donné les raisons pour lesquelles ajouter un agoniste du récepteur du GLP1, c'est une bonne option. Dia suivante, on verra sans doute dans les années qui viennent que toutes ces options seront peut-être éclipsées par l'ajout du SGLT2 inhibiteur. Ce n'est pas mon sujet, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on a un peu tous les avantages qu'on a avec les agonistes du récepteur du GLP1, y compris la perte de poids, y compris pas d'hypo. Et puis, sous réserve que ce soit confirmé, on a cet incroyable bénéfice cardiovasculaire sur la mortalité qui vient d'être démontré avec l'empagliflozine. Mais tout ça pour dire que dans ma proposition, on a entre le DPP4, le récepteur, l'agoniste du récepteur du GLP1 ou plus tard les GLT2 inhibiteurs, on a sans doute des choix intermédiaires entre l'insuline basale et l'étape finale, dia suivante, que beaucoup de malades pourront éviter, ou bien sûr on passera au schéma multi-injection d'insuline, mais en cas d'échec de cet ajout intermédiaire d'une des 3 classes figurant sur cette diapositive. Merci de votre attention.